Bonjour tout le monde, bienvenue à Cette semaine à l'école, épisode 28 du 1er avril 2026. Aujourd'hui, avec ma co-animatrice Caroline Coiré, on parle des adultes. Parce qu'avant de vouloir changer l'école, il faut aussi se regarder dans le miroir. Puis avec Caroline, on regarde pourquoi un adulte qui perd le contrôle devant sa classe ou devant ses élèves, mais ça laisse des traces invisibles, parfois même des traces visibles. Puis pourquoi surtout est-ce que c'est essentiel de prendre soin de soi comme adulte pour prendre soin des élèves? Et on reçoit en entrevue Joël Boucher, enseignant et directeur retraité, qui nous montre à quoi ça ressemble un système d'éducation qui décide de faire confiance à ses profs et qui décide aussi d'abandonner les bulletins chiffrés au primaire. Vous êtes prêts? On commence ça maintenant. Avant d'aller retrouver Caroline pour le thème du jour, il y a deux nouvelles qui ont retenu mon attention cette semaine. Tout d'abord, dans le Journal de Montréal, le 31 mars dernier, un article de Daphné Dion-Vien, une école prévient la violence avec un centre de soutien bienveillant. En fait, c'est l'école primaire Saint-Mathieu à Québec qui a mis en place un centre de soutien bienveillant. Donc, c'est un petit local où une éducatrice spécialisée accueille une quinzaine d'élèves selon un horaire individuel. Les jeunes se rendent là quand ils en ont besoin. Des fois, c'est à rentrant le matin, à la dernière journée, entre deux transitions, quand ils sentent qu'ils vont un peu perdre le contrôle de les émotions. Avant que ça éclate, ils s'en vont dans le local. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remarqué, depuis l'instauration de ce local-là, une amélioration du climat dans l'école. Ils sont plus dans l'urgence perpétuelle. Puis il y a un deuxième pilier qui me parle beaucoup dans cet article-là, qui est en lien avec le thème du jour, c'est le prendre soin du personnel. Ils ont créé un guide de survie avec un langage commun, un code pour demander de l'aide sans jugement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Puis on va en parler dans l'épisode d'aujourd'hui, à quel point cette cohésion-là est essentielle pour prendre soin de soi comme adulte, pour bien accompagner les élèves et pour faciliter le travail de tout le monde. Donc bravo à cette école-là qui a vu cette initiative-là être récompensée par une amélioration, je dirais, du bien-être global dans l'école. Ma deuxième nouvelle, c'est une nouvelle de Radio-Canada sous la plume de Guylaine Bussière du 30 mars dernier. C'est des élèves qui deviennent apprentis cuisiniers. C'est à l'école primaire de la Francolière dans Bellechasse. Un projet mini-chef transforme des élèves de 3e, 4e année en apprentis cuisiniers, prépare des recettes, compile un livre de cuisine et apprennent à travailler en équipe. C'est beau, c'est positif, c'est un genre de projet qui fait du bien. Et ça recoupe aussi plusieurs des propositions de nos ministres d'un jour, surtout faites là au mois d'octobre, novembre, décembre dernier. Allez écouter ça. Donc, le projet vise à développer la collaboration, l'entraide, l'écoute. Ce qu'ils voulaient aussi via le projet, c'est que les jeunes apprennent à collaborer entre eux. Donc, cherchent des recettes, proposent à la classe, recueillent les votes, les commentaires, etc., etc. Là où ça accroche, c'est que dans l'article, il est mentionné que le projet s'adresse aux élèves qui démontrent une facilité d'apprentissage et terminent rapidement leurs travaux scolaires. Autrement dit, c'est une récompense pour les bons élèves ou les élèves rapides. Mais pourtant, les objectifs du projet, la collaboration, l'entraide, l'écoute de l'autre, ce sont exactement les compétences dont tous les élèves ont besoin. Pas juste ceux qui finissent vite. Donc, c'est un peu comme si on réservait le sport d'équipe seulement aux enfants qui sont déjà en forme. Évidemment, l'intention est excellente. La question, c'est pourquoi pas ouvrir ça à tout le monde? Est-ce qu'on n'est pas encore dans un pattern classique où les activités enrichissantes deviennent des privilèges pour ceux qui performent déjà bien? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Partagez-moi vos commentaires sur les réseaux ou via notre site web ou par courriel. Caroline, aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on n'aborde pas souvent, puis je pense qu'il est vraiment important d'adresser de front et de façon pragmatique et constructive. On le sait, les adultes dans nos écoles, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont en surcharge. Mais ça, parfois, ça a aussi un impact négatif sur, entre autres, le stress de nos enfants, puis sur leur capacité à se réguler. On s'entend, c'est pas de la mauvaise volonté, mais cette surcharge-là, ce manque de soutien, d'encadrement, d'outils, a des conséquences quand l'adulte perd le contrôle sur ses émotions. Puis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. La première question pour toi, Caroline, c'est ça ressemble à quoi un adulte qui n'est pas en contrôle de ses émotions en classe ou à l'école? D'abord, il faut bien statuer sur quelque chose. Le stress et l'anxiété, c'est normal, puis c'est pas grave d'en vivre. C'est toujours la quantité qu'on va en vivre puis la capacité qu'on a à le réguler ou pas. Donc, c'est normal, puis c'est attendu là, dans le milieu scolaire que les profs, les enseignants, les TES vivent du stress, vivent de l'anxiété. Mais là où ça devient problématique, c'est quand ce stress et cette anxiété-là déversent sur l'élève. Lorsque l'adulte n'est plus en mesure de se contrôler, de gérer ses émotions, lorsqu'il va déborder ses émotions sur l'élève, ou lorsqu'il va
à être envahi par ses émotions, puis il va demander aux élèves de prendre soin d'eux mieux pour que lui reste en contrôle. Genre là, vous arrêtez parce que là, je vais pogner les nerfs. Ça, c'est vraiment de mettre la responsabilité sur la mauvaise personne, de dire, moi, là, je suis à veille de déborder. Donc, plutôt que d'utiliser des stratégies de régulation, je vais vous demander de mieux vous comporter pour pas m'amener dans cet état-là. Donc, ça c'est problématique. Puis on fait ça comme parents des fois aussi, hein? Tu sais, des fois, on le dit à nos enfants, là, je suis fatigué, je suis tanné, j'ai une grosse journée. S'il te plaît, gère-toi. Ça, c'est une phrase que j'ai dû dire 153 fois, là. Clairement, on a ce réflexe-là de dire à nos enfants, regarde, j'ai besoin d'aide, agis mieux pour que moi, ça se passe mieux pour moi. Là, je comprends. Un contexte personnel, c'est une chose, un contexte professionnel, c'en est une autre aussi, là. Oui, puis je pense qu'on peut quand même éveiller la sensibilité des élèves en nommant, par exemple, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de moins de bruit, de plus de calme. Donc, on peut nommer notre état, mais pas pour que l'élève doive en prendre soin. Ouais. C'est vraiment ça. Autant qu'on veut pas que l'enfant prenne soin de son parent, on appellerait ça de la parentification. On veut pas que l'élève doive mieux se réguler ou mettre de côté ses besoins pour être en mesure de répondre à celui de l'adulte en position de leadership pour que lui soit ensuite capable de répondre à ses besoins. Donc, on veut pas créer cette posture-là. Puis c'est le gros risque avec les problématiques de régulation émotionnelle. Quand l'adulte est plus en mesure de se gérer, ben l'enfant, naturellement, il va mettre ses propres besoins de côté ou il va exploser. Donc, ça devient problématique un cas ou l'autre. Puis mettons qu'on est dans la classe ou dans une école, là, puis qu'on regarde ce qui se passe, quels sont les actions, les comportements qu'on va voir chez les adultes qui sont souvent démonstrateurs d'un manque de gestion des émotions, d'un manque de régulation? Mais ça peut passer par toutes sortes de choses, être très dans sa tête. Donc, très focus sur les tâches qu'on a à faire, puis là, oublier que les élèves, quand ils arrivent de la récréation puis qu'ils s'installent, ils ont besoin d'une transition là, pour redevenir disponibles. Là, d'être très dans sa tête, commencer tout de suite en donnant des consignes. OK, installez-vous, là, sortez le cahier à telle page, hein, parce que là, ils ont un plan, là. Voici vers où faut que je t'amène dans la journée. Je manque de temps. On a oublié de faire ça hier ou on n'a pas pu faire ça hier. Donc, c'est quand ils donnent plein de consignes, ça étourdit les élèves. Puis là, il y a des élèves qui vont dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, madame? Puis là, elle va dire, ben voilà, je viens de le nommer, là, pourquoi t'écoutais pas? Non, c'est que ça va trop vite. Ce que l'élève dit, c'est que, oh, attends, j'étais pas du tout disponible pour entendre. Là, c'est un peu, ça garoche un peu d'un bord puis de l'autre. Puis ça, on le voit ça, mais on le voit dans les corridors, on le voit dans les classes. On garoche un peu beaucoup les élèves d'un bord puis de l'autre. Dépêche-toi à faire ça, installe-toi à faire ça. Mais on laisse pas de temps dans les transitions. Donc, ça, c'est assez fréquent. C'est quoi l'impact sur l'élève d'une situation comme celle-là? Ben, en fait, c'est qu'il n'est pas disponible aux apprentissages. Donc, ce qui arrive, c'est que il est pas dans l'état où il a besoin d'aide pour être capable d'apprendre, pour être capable d'être curieux, pour être capable de découvrir des choses. Donc, c'est trop rapide. Donc, quand cette transition-là se fait pas, puis on le sait, les transitions, juste passer de la récréation à la salle de classe, retourner en cours d'école, ça génère des pics de cortisol. Là. Donc, les transitions génèrent du stress dans le corps physiologiquement. Donc, si on n'en prend pas soin dans nos transitions, mais ça va diminuer la disponibilité aux apprentissages et la capacité de nos jeunes à s'autoréguler. Donc, après, on va dire, mais tu fais pas ce que tu as à faire ou pourquoi tu comprends pas, tu avais juste à écouter. Mais alors que c'est pas nécessairement l'élève qui a un problème, c'est la transition qui n'a pas été effectuée optimalement. Oui, puis c'est un peu comme un reproche qu'on fait à l'enfant, alors que, comme tu dis, l'enfant disait juste, attends, je suis pas prêt, là, j'ai pas bien compris, ça allait trop vite pour moi dans cette transition-là. Exact. Puis, tu sais, si un élève pose sa question, on peut s'attendre qu'il y en a plus qu'un qui a la même question. Oui, absolument. As-tu d'autres exemples? Oui, on peut penser à l'enseignant qui va être un peu décousu par moment. On commence une tâche, on donne des consignes, mais trop de consignes en rafale. Ah oui, j'ai oublié. Ah non, on va faire ça avant. Puis là, donc ça lit partout. On revient sur notre idée, on va clarifier pas assez. Mais ce que ça va induire comme état chez l'élève, il y en a qui vont carrément figer. Donc, ils comprendront peut-être du tout ce qu'il y a à faire. Ils comprennent pas les attentes. Finalement, est-ce qu'il fallait que je fasse A ou il fallait que je fasse B? Par quoi il faut que je commence? Donc, de ne pas avoir des attentes claires et précises, ça l'insécurise l'enfant. Donc, qu'il soit à la maison ou à l'école, là, ça l'insécurise l'enfant. Il y en a d'autres qui vont commencer à être très agités, physiquement, verbalement. Là, on va dire que c'est comportemental. Mais c'est vraiment un syndrome de stress qu'on oublie, qu'on minimise. Là. Donc là, l'élève devient agité. Il y en a d'autres qui vont refuser de faire la consigne, qu'on va dire encore là que c'est comportemental. Donc, c'est pourquoi tu l'as pas commencé, pourquoi tu fais pas ce que tu as à faire. Mais il sait plus ce qu'il a à faire. Donc, cela dit, là, ça peut arriver. Là. Puis tout le monde, on peut être décousu par moment. Puis écoutez, virez sans blague. Là. Prenez un bon respect. Dites aux élèves, pelage, je pense que je t'ai étourdi, je suis comme une toupie. Là.
excuse-moi, là, c'est vrai, je me sens un petit peu surchargée. Je vais faire une petite respiration, là, puis je vais recommencer. Oui, on leur montrer comment gérer ça est une forme d'enseignement, là. Ben oui, puis tu sais, on va arrêter de tout dramatiser aussi, là. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, là. C'est comme, on va recommencer, je suis désolée. Est-ce que tout le monde me suit? On repart ça par étapes. Donc, ça vient de modéliser à l'élève, on vient de prendre soin de ce qui se passe, puis l'adulte vient de se réguler devant les jeunes aussi, là. Ce qu'on va observer des fois dans le monde scolaire, puis tu sais, il y a beaucoup de parents qui m'écrivent des choses comme ça, là, c'est des comportements d'élèves qui viennent heurter l'adulte. Puis quand je dis heurter, c'est que l'adulte va le prendre négativement, des fois personnel aussi, et que ça génère une réaction, je veux dire exagérée, mais en tout cas une forte réaction, allons-y comme ça, avec on parle fort, on crie, on le fait aussi devant le monde, donc il y a une forme d'humiliation des fois de le faire devant d'autres jeunes ou d'autres adultes. Ça reste, est-ce que je me trompe ou ça reste une perte de contrôle de l'adulte? Oui, complètement. Puis complètement, puis en même temps, je veux dire d'un côté que j'ai beaucoup d'empathie pour les membres du personnel scolaire qui, le milieu en soi, surcharge leur système nerveux. Donc, on peut s'attendre à ce que la marmite explose. Donc, d'une part, je suis très empathique. Mais là, je vais revenir à l'élève et ses besoins comme apprenant. Bien, il a besoin d'un adulte qui s'autorégule. Puis, autant dans une maison que dans une classe, lorsque ça crie, ça génère un état de stress dans le corps. Donc, et quand la personne de qui on dépend utilise des comportements violents, comme crier, humilier, taper sur son pupitre pour attirer l'attention, donc, flasher les lumières à outrance, voyons là, comme allô, c'est très agressant pour le système. Puis comme adulte, ce serait complètement interdit qu'on se fasse ça. Jamais un employeur aurait le droit d'adopter ce type de comportement-là envers un autre adulte qui a un cerveau développé, mieux capable de se réguler. On appellerait ça de la violence psychologique. Il y aurait des recours pour ça. Ça, je l'aime cette comparaison-là parce que on l'utilise pas assez et je trouve que c'est un barème de base intéressant. Est-ce que j'agirais comme ça avec mon collègue ou avec mon employeur ou vice-versa, l'employeur? Est-ce que j'agirais comme ça avec mon collègue ou avec un élève? Oui. Je pense que si la réponse est non, c'est parce que le comportement ou la réaction n'a pas sa place. Oui, puis il faut aussi distinguer une hausse de ton dans le contrôle et un cri dans la perte de contrôle. Parce que c'est tout à fait normal que l'adulte, à un moment donné, doive lever d'un cran, faire « wow, un instant, ça fait pas ». Puis c'est correct qu'il démontre un dérangement, une forme de colère, mais la colère n'est pas une agressivité. Donc, ce serait normal que l'employeur qui guide une réunion d'équipe, ça se met à chicaner dans l'équipe avant qu'il fasse comme « wow, minute, là, ça fera ». Ce serait pas de la violence. Mais en même temps, si la hausse de ton dure 23 minutes, exactement. Là, on est ailleurs. Là. Et je dis 23 minutes, j'exagère. Si elle dure 1 minute, on est sûrement ailleurs aussi. Là. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment une notion d'intention. Quelle est l'intention dans le comportement que j'ai? Puis, est-ce que je suis en contrôle de ce que je fais? Donc, puis c'est quoi l'impact que ça a aussi sur l'autre? Parce que dans aucun cas, dire à un élève qui n'a rien compris, qui comprend jamais rien, qui dérange tout le monde, en aucun cas, ça va aider cet élève-là. Puis, ça crée la terreur chez les autres élèves de devenir cet élève qui un jour se fera reprendre devant tout le monde et se fera humilier à son tour. Donc, non seulement ça brise la relation entre l'élève et l'enseignant, mais ça brise aussi le lien avec les autres élèves. Donc, ça l'aide personne. Ça génère d'autant plus de comportements dérangeants par la suite. Puis encore là, on est plein d'empathie, puis on comprend que c'est tous des gens qui veulent aider. T'es pas dans le réseau scolaire en 2026 pour le salaire ou pour les vacances. C'est trop difficile. Oui. Mais des fois, c'est intuitivement parce qu'on a été élevé comme ça. Des fois, c'est un réflexe d'essayer d'utiliser la peur pour faire changer les comportements des jeunes. Ça marche jamais. Au mieux, ça va marcher pendant quelques secondes ou quelques minutes pour cette journée-là. Mais jamais ça va amener des bons comportements à long terme. Non, puis vraiment, tout dans l'empathie que j'ai pour les enseignants, il n'y a pas un enseignant qui se lève le matin et qui dit « Moi, aujourd'hui, là, je vais utiliser la peur comme une stratégie de contrôle. » Ça devient un mécanisme de défense quand ils sont complètement surchargés, ils sont envahis. Puis à un moment donné, c'est comme, il y a un lion dans la pièce, il faut que je le maîtrise avant de me faire croquer, là. Donc, c'est complètement un mécanisme de défense parce que j'en ai accompagné des enseignants, j'en ai formé des milliers, puis j'en ai eu en suivi. Puis ils sont extrêmement coupables. Après, ils se sentent coupables, ils disent, ça n'a pas d'allure, j'ai levé le ton, j'ai fait ça. Puis ils aiment leur élève, puis ils veulent leur bien, mais à un moment donné, leur système saute. Parlons des causes. On est là.
On a parlé, surcharge, épuisement. Ils ont de plus en plus de demandes et de moins en moins de ressources. Donc, ils font face à des élèves qui ont de plus en plus de difficultés, autant d'apprentissage de comportement, d'émotions, mais ils n'ont pas plus de formation, ils sont pas adéquatement formés, on pourra en reparler, et ils n'ont pas de soutien. On n'arrête pas de couper les heures TES, les heures d'aide enseignant. Donc, ça fait pas de sens. Mais pour autant, ils ont le même cursus à enseigner. Puis comme on le dit, parce qu'on discutait avant le balado, on est un milieu de vie où on prend soin de tout le monde jusqu'à temps que quelqu'un là-dedans aille mal. Là, tout à coup, le personnel enseignant fait plus partie du milieu de vie, puis il doit aller par lui-même se chercher de l'aide, ou il va être pointé du doigt, ou il va avoir, il explose, puis il y a des choses complètement inadéquates qui arrivent. Je pourrais te rapporter, moi, individuellement, des dizaines d'exemples d'enseignants qui étaient à bout dans leur travail, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, incluant le manque de soutien, incluant le manque de ressources, incluant peut-être le manque de compétences, formation pour faire face aux défis modernes, et que la seule réponse de l'employeur a été « OK, va te chercher un papier médical ». Est-ce qu'on peut prendre soin de ceux qui prennent soin et en faire une vraie priorité? Je veux dire, puis on sait que les apprenants ont besoin de se poser sur un adulte solide. Oui, parce que c'est un cercle vicieux, hein? Tu sais, les adultes qui, par cause de surcharge et tout ce qu'on vient de dire, n'aident pas leurs élèves à s'autoréguler. Il y avait un concept de neurones miroirs dont tu me parlais. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est tellement intéressant, les neurones miroirs. Puis à la base, là, petite anecdote très courte, ça a été découvert dans les années 90 avec les singes. Il y avait une étude sur les singes qui était faite en Italie. Puis, ils regardaient le comportement. Lorsque le singe va bouger, il y avait des électrodes sur sa tête. Puis, on voyait les neurones qui s'activaient dans le mouvement. Puis, à un moment donné, le singe, il a les électrodes sur la tête, puis il bouge pas, il est complètement immobile. Puis, son maître, dresseur, ou le scientifique, je sais pas trop qui, a attrapé l'épinote. Puis le simple voir la personne prendre l'épinote, ça allait activer les mêmes neurones que si c'était lui qui était en train de prendre l'épinote. Là, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir là? Puis de fil en aiguille, ça a démontré que on va vraiment raisonner à ce que la personne fait devant nous et surtout à son état émotionnel. Donc, les mêmes neurones vont s'activer dans notre cerveau, que ce soit nous ou pas, soyons en train de faire ou de vivre l'état. Donc, ce que ça nous permet de savoir sur les enfants, si on fait la transposition avec le milieu scolaire, c'est que l'état de l'enseignant va avoir un énorme effet sur l'état du cerveau de l'élève. Lorsque l'enseignant est calme, en contrôle, il va induire un état de calme et de contrôle chez l'élève. Lorsqu'il est activé dans sa boucle de stress, il va activer la boucle de stress de l'élève. Et lorsque l'adulte est activé et qui est stressé et qu'il utilise des stratégies de régulation, le simple fait que lui, il n'y a même pas besoin de le faire par toute la classe. Là. Il fait des techniques, comme je disais tantôt, là, excusez-moi, je suis un peu étourdi, je vais respirer un peu, je vais me recentrer. Le simple fait que moi, je me régule devant les autres, ça va faire de la co-régulation. Tu vas te réguler à me regarder, me réguler. C'est fou, hein? C'est complètement génial de savoir ça. Mais en même temps, c'est de dire, on a une grande responsabilité de prendre soin de nous parce que il faut prendre soin parce qu'eux vont raisonner à ça. Ce sont des éponges, comme tu disais. Là. Puis là, on n'est pas dans le blanc. Hein. Puis là, je mets des gants blancs parce que le but, c'est pas d'attaquer. On l'a dit 23 fois, puis on va le dire une 24e fois. Le but, c'est d'expliquer, comprendre et d'amener des solutions. On dit quoi maintenant à ces enseignants, enseignantes-là, TES, éducateurs, éducatrices, direction d'école, qui sont interpellés par ce qu'on dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire demain matin en classe? Mais d'abord, je vais faire des recommandations qui sont validées, là, qui ont été testées. Il y a un programme qui a été mis en place en Colombie-Britannique qui s'appelle le programme Mind Up. Donc, c'est durant 10 à 12 semaines dans les classes, 2 à 3 fois par jour, les enseignants vont guider, animer des respirations. Donc, c'est 2-3 minutes là. Donc, c'est 6 minutes dans la journée, mettons 10 minutes parce qu'il faut préparer les élèves, tout ça. Donc, il fait des respirations puis il les fait lui-même. Il les fait devant les élèves puis il va le guider. En 12 semaines, c'est vraiment incroyable parce qu'ils ont mesuré, puis c'est béton, là, l'étude, c'est super rigoureux. Ils ont testé le niveau de cortisol par la salive chez les élèves, chez les enseignants. Ils ont fait des tests sur les fonctions cognitives. Ils ont fait des évaluations. Ils ont fait de l'observation en classe. Donc, c'est assez béton là, comme étude. Puis, ce qu'ils ont vu, c'est que au bout de 10 à 12 semaines, les fonctions exécutives sont vraiment plus efficaces. Plus d'attention, plus de concentration, plus de mémoire. Beaucoup moins de comportements difficiles externalisés dans les cours d'école et dans la classe. Un meilleur climat de classe, une meilleure relation enseignant-élève, une meilleure capacité à résoudre des problèmes pour 10 minutes dans le jour. Là, je sais, j'entends déjà, mais on l'a pas, ces 10 minutes-là. Mais en fait, c'est pas vrai. Mais ça, c'est pas vrai. Tout le monde là.
1 heure de temps, je ne vais pas exagérer, là, vous gérez des comportements à longueur de journée. Donc, vous devez le prendre, ce temps-là. Donc, ça, là, je le conseille à tout le monde. Puis ne serait-ce que pour l'adulte qui dit « Moi, j'ai pas le temps de prendre soin de moi », puis encore là, ça aussi, je trouve que je suis pas d'accord avec ça. On a tous le temps, il faut en faire une priorité. Mais mettons que tu n'as pas le temps, mais dans ta journée, si pendant 6 minutes avec tes élèves, tu fais des respirations, ben tu vas prendre soin de la santé de ton propre cerveau. Absolument. C'est ça, c'est gagnant-gagnant, là. Tout le monde y gagne. Même si tes élèves en bénéficient même pas, là, toi, tu vas en bénéficier. Ne serait-ce que ça. Donc, qu'on implante ça dans les écoles, ça coûte rien. Mais, oui, il faut former là, pour faire les respirations puis accompagner les élèves. Mais c'est plus coûteux pour les bénéfices. Puis tu sais, c'est le pouvoir des petites actions aussi. C'est que ça, c'est simple. Ça ne nécessite pas une formation de 8 heures. C'est respirer. Il y a peut-être une technique. Il y a peut-être une bonne façon de le faire puis une mauvaise façon de le faire. Mais une fois qu'on la connaît, on peut le faire. C'est un petit geste. C'est la répétition qui est importante aussi. Puis souvent, par plein de bonnes intentions, on met en place un programme, mais il ne dure pas. Donc là, on dit, mais ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas parce que c'est pas répété dans le temps. Il faut que ce soit répété constamment, mais à petite dose pour que ça ait un effet positif. Donc, les petites respirations. À part ça, là, les élèves arrivent un matin, je me sens comme prof, là, un peu, je suis arrivé à la dernière minute, j'ai de la misère à la maison avec les enfants, j'arrive en classe, la broue dans le toupet, les enfants ont l'air complètement excités. Qu'est-ce que je peux faire pour favoriser cette transition-là? D'abord, de prendre soin de la transition, que les transitions fassent partie d'un moment à l'horaire comme une tâche à faire. Donc, par exemple, si les élèves entrent à 7h50 dans la classe, que la première tâche académique soit à 8h05, mais qu'il y ait un temps organisé pour prendre soin de la transition, accueillir. J'ai déjà eu une enseignante qui me disait, elle s'assoyait à son pupitre à l'accueil, les élèves doivent lire, et elle, pendant ce temps-là, une petite musique douce, elle fait des respirations, ou elle prend soin d'elle, puis elle a délimité un espace dans la classe où elle demandait aux élèves « Respectez ma bulle, ça me permet d'arriver, de me sentir bien. » Puis les élèves ont commencé à réclamer leur bulle autour de leur pupitre pour se déposer. Je veux dire, qu'elle n'a pas enseigné à respecter la bulle du repos, là. Les élèves ont répété la même chose. Ne serait-ce que faire ça, des quelques minutes, mais organiser, parce que ce qui fait qu'on court après notre temps, c'est que tous ces moments-là, on les organise pas à l'horaire. On les ajoute par-dessus. Et c'est la première chose qui va popper si on n'a pas le temps de faire quelque chose. Ça amène la recommandation aussi que moi, je vais faire aux directions d'école ou même aux directions des CSS qui nous écoutent, c'est ne minimisez pas l'importance et le rôle de votre leadership et pédagogique et humain dans votre école. Parce que les enseignants vivent tous des défis, petits ou grands, on vient de le nommer, là. Mais pris individuellement, c'est des montagnes. Mais quand on se regroupe en équipe école, qu'on nomme les montagnes et qu'on les affronte ensemble, les chances de succès sont tellement plus grandes et on se sent appuyé. Quand il y a une cohérence pédagogique, une cohérence de façon de faire entre les différents niveaux scolaires et les différents enseignants, c'est un facteur de réussite scolaire, entre autres au niveau de la pédagogie. Donc, si l'élève en maternelle, au présco, en première, en deuxième, jusqu'en 6e année, fait, par exemple, 3 fois par jour des respirations pour un total de 6 minutes, est-ce que ça se peut que ça facilite la job de tout le monde? Je sais pas. Je pense que poser la question, c'est y répondre. Là. Mettons que le milieu n'a pas l'argent pour se payer la formation puis le programme d'accompagnement, mais à même le milieu, ils l'ont aussi, cette expertise-là. Je veux dire, ils ont des TES, ils ont des psychoéducateurs, ils ont des conseillers pédagogiques. Donc, d'organiser des séances où on va amener une petite capsule formative. Voici ce que c'est, voici un enjeu et on vous partage un savoir. Maintenant, on va résoudre ensemble les problèmes. On va t'aider. Donc, toi, Carole, qu'est-ce que tu vis? Toi, François, qu'est-ce que tu as vécu dans ta classe? Toi, comment tu l'auras abordé? Puis ensemble, on trouve nos façons, puis on fait cette régulation-là toute l'année. Donc, pas besoin d'aller toujours chercher quelqu'un à l'extérieur pour faire ça, là. Donc, faut arrêter de penser qu'ils n'ont pas l'expertise. Ils n'ont pas le temps. C'est ça le problème. Et il faut le placer, ce temps-là, à l'horaire. Puis je suis convaincue que ça amènerait des changements énormes. Puis surtout, ça améliorerait la cohésion des équipes. Comme tu disais, ils se sentiraient soutenus. S'ils n'ont pas le temps et l'épuisement amène cette lourdeur émotionnelle-là qui fait qu'on a encore moins l'impression d'avoir du temps et l'énergie, puis qu'on est dans cette spirale négative-là. Moi, ce que je retiens de notre conversation, Caroline, là, c'est que on peut pas demander à nos jeunes de s'auto-réguler si l'adulte ou les adultes devant eux le font pas. Je pense qu'on a expliqué de 23 façons différentes pourquoi ça fonctionnait pas. En même temps, sans blâmer, il faut avoir le courage de se regarder dans le miroir comme adulte et dire « OK, qu'est-ce que je fais qui peut-être est nuisible
pour les jeunes devant moi, puis les solutions existent. Moi, ce que je nous souhaite, c'est qu'on ait le courage de prioriser le fait de prendre soin de ceux qui prennent soin. Puis, oui, comme adulte, de se responsabiliser, puis de se regarder, puis de dire honnêtement, est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que j'ai des stratégies d'autorégulation? Puis de les mettre en pratique, mais que le milieu aussi priorise la santé mentale du personnel scolaire, puis les élèves vont être vraiment gagnants là-dedans. Caroline Coiré, merci beaucoup. Merci, Carlo. Mon invité aujourd'hui a fait quelque chose que bien des gens dans le réseau scolaire rêveraient de faire. Il a pris sa retraite après plus de 30 ans dans nos écoles, comme enseignant et comme directeur adjoint. Il est allé voir comment ça se passe ailleurs, mais vraiment ailleurs, en Finlande, là où tout le monde veut aller quand on parle d'éducation. Puis ce qu'il a vu là-bas l'a tellement secoué qu'il est revenu avec une mission de changer les choses au Québec. Et je l'ai découvert grâce à ses lettres ouvertes dans les médias. Joël Boucher, merci d'être là. Merci à vous de votre invitation. Joël, tu as passé ta carrière dans les écoles du Québec. Ça ressemblait à quoi ton quotidien comme directeur adjoint avant de prendre ta retraite? Comme j'avais enseigné en milieu défavorisé sur la Rive-Sud de Montréal toute ma carrière, c'était naturel que je fasse le choix, entre guillemets, d'atterrir dans les écoles défavorisées. Et puis, c'était naturel pour moi d'y être parce que mon bagage comme enseignant me permettait de croire, sans prétention aucune, que je pouvais y jouer un rôle positif. On a le sentiment, et c'est le cas aussi en milieu favorisé, ça j'en suis certain, mais on a le sentiment, la conviction profonde qu'on peut changer le destin des enfants qui sont avec nous ou devant nous. C'est très valorisant. Je le disais, tu es allé en Finlande, donc tu t'es offert un peu comme un cadeau de retraite d'aller voir en Finlande leur système d'éducation. Qu'est-ce que tu t'attendais à trouver là-bas? Je me disais, ils vont moins longtemps à l'école que nous, en termes d'heures par année. Et pourtant, aux résultats internationaux, la PISA, ce qu'on appelle le Programme international du suivi des acquis, ils obtiennent d'aussi bons résultats que nous. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Et ce qui m'avait aussi frappé, impressionné, c'est qu'en 1969, il y avait seulement 10% des enfants là-bas, des petits Finlandais, qui obtenaient un diplôme. Et en 70, ils ont fait une révolution. Rien de moins qu'une révolution en éducation. Ils ont jeté tout par-dessus bord. Ils ont balayé tout du revers de la main pour mettre en place une série de mesures. Puis je disais, peut-être là des choses qu'on pourrait emprunter, qu'on pourrait importer. Parce que souvent, il me fait dire, oui, mais Joël, ils n'ont pas la même culture que nous. Alors, c'est peut-être pas réaliste qu'on puisse emprunter des mesures qui ont été mises en place là-bas. Mais je dirais, au-delà de la culture, d'abord, une culture, ça se développe dans une société. Puis deuxièmement, l'enfant de 6 ans à Helsinki est le même que l'enfant de 6 ans à Montréal ou à Québec ou à Sherbrooke. Alors, je pense qu'il y a lieu de réfléchir à mettre en place une série de mesures qui pourraient être profitables, court, moyen et long terme pour notre jeunesse québécoise. Puis, est-ce qu'il y a un moment précis où tu es arrivé dans une école finlandaise, puis là, tu t'es dit, oh my God, on se trompe là, chez nous, il y a quelque chose qu'on fait de pas correct? Ah, tout à fait. L'universalité, l'accessibilité en Finlande, elle est optimale. Elle est même vénérée un peu partout dans le monde parce que c'est là où l'écart entre les enfants issus de milieux défavorisés versus le milieu favorisé, où l'écart est le plus mince. Comment ça se fait? Puis j'ai compris que avec le temps, on a fait fi de la pyramide de Maslow, ce fameux triangle-là où dans sa fondation, il y a les besoins physiologiques. Et puis, on sait qu'au Québec, un enfant sur 5 ne mange pas à sa faim. Comment peut-il se concentrer? Comment peut-il être attentif si elle a le ventre vide? Alors qu'en Finlande, en 70, donc, lorsque je vous parle d'une révolution, et je vous rappelle aussi avec un produit intérieur brut similaire au nôtre, on a offert, et c'est encore le cas aujourd'hui, dans toutes les écoles en Finlande, un repas chaud et copieux. Et on peut se servir une deuxième fois, et j'ai vu faire les enfants parce que j'ai mangé dans 2 écoles à l'heure du midi, où les enfants se servent eux-mêmes et ne gaspillent pas, mais ils ont le ventre plein. Ça, c'est la première des choses qui m'a vraiment séduit.
La deuxième, c'est que l'école est gratuite jusqu'à l'université, même si on va faire un post-doctorat. Et la troisième chose, c'est que la fourniture scolaire est gratuite aussi. Et là-bas, on a fait le choix d'abolir le bulletin chiffré avec moyenne d'un groupe. Donc, on se retrouve dans un environnement où il y a une approche plus collaborative, plus coopérative et moins compétitive. Donc, c'est moins toxique pour les enfants. On stigmatise moins d'enfants. Comment on fait pour enseigner moins d'heures aux jeunes et somme toute avoir un système qui leur permet de grandir, d'apprendre, de développer leurs compétences? Comment on résout cette équation-là? Moins d'heures, plus de réussite? En ayant moins de bulletins, parce qu'il y en a 3 par année. Maintenant, c'est dommage parce que durant la pandémie, on était passé à 2. Et puis, lorsqu'on questionne les enseignants, il y a une désolation parce que on pouvait davantage respecter le rythme de l'enfant. Et puis, je vous avouerai aussi que quand je regarde le contenu disciplinaire au primaire, il est nettement plus exigeant. Alors, on a moins en moins de temps, parce que je reviens encore à la pyramide de Maslow, à construire l'enfant à la personne, puis le citoyen en devenir. Moi, j'aimerais que s'il y avait moins de contenu disciplinaire, moins de bulletins, moins de notes à octroyer à chacun de nos enfants, parce qu'à la fin de son primaire, l'enfant aura reçu 200 notes, pas moins de 200 notes qui sont appuyées dans les matières principales par 3 évaluations. Parce qu'un enseignant, ce qu'il recherche, c'est de ne pas être challengé. Lorsqu'on impose une note de 67 en lecture, on ne veut pas se faire dire par le parent, mais où tu as pris ça? Donc, souvent, on va s'appuyer sur 2 ou 3 évaluations. Donc, c'est énormément de temps consacré à l'évaluation et il ne reste plus le temps pour construire l'enfant. Parce que j'aimerais que l'école, moi, passe davantage de temps à apprendre à cuisiner, à développer les saines habitudes de vie, à travailler en équipe, à développer son esprit critique, à développer son empathie. Tu sais, on est dans un monde de plus en plus individualiste. Puis je regarde au Danemark, dans le programme du primaire jusqu'au secondaire, on a conçu un matériel didactique en raison d'1 heure par semaine chez tous les enfants du primaire, de la première année jusqu'à la fin du secondaire, du lycée, 1 heure d'enseignement pour développer l'empathie des enfants. Résultat, on est dans une société qui est empathique, où le filet social est important, pense davantage aux gens vulnérables, donc c'est un cercle vertueux qui s'installe. Vertueux, oui. Et dans ce sens-là, je pense que l'école devrait se redéfinir autrement. De consacrer moins de temps à l'élève, mais plus à l'enfant. C'est intéressant parce que il y a ces logiques-là qui s'opposent. La logique de performance, de notes, avec une forme de logique de prenons soin du bien-être de l'enfant avant, qui, dans certains milieux, c'est quand même mal vu. C'est mal vu de dire ça. C'est pas le rôle de l'école de faire ça. On entend ça chez beaucoup d'enseignants, on entend ça chez beaucoup de parents aussi, puis dans beaucoup de milieux, c'est le rôle de l'école, c'est d'enseigner. C'est pas de devenir un centre de psychologie pour nos jeunes. Et comme étant aussi une façon de blâmer les parents. Là, ça revient souvent, ça, le blâme aux parents. Les enfants sont pas prêts pour l'école ou les enfants sont donc bien irrespectueux, impolis, impulsifs, etc., etc. C'est 2 logiques qui s'opposent, qui j'ai l'impression qu'on n'a pas résolu ce dilemme-là au Québec. Est-ce que ça, tu observes ça toi aussi? Oui. C'est ça. J'écrivais que l'école est en péril parce que une société n'a pas le luxe de laisser en salle d'urgence 20% de nos élèves qui n'obtiennent pas de diplôme. Ce 20%-là, il y a une corrélation. Elle n'est pas directe parce que d'autres enjeux avec le fait que dans la pyramide de Maslow, il y a 20% de nos enfants qui ne mangent pas à leur faim non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce 20% d'enfants-là qui vont devenir des citoyens? L'école ne vise pas qu'à permettre à l'enfant de réussir dans la vie. Elle devrait permettre à réussir sa vie. Mais pour ça, moi, je pense qu'il y a des mesures à mettre en place, notamment c'est ce fameux bulletin-là qu'il faut abolir. Alors, je pense qu'en Finlande, ils ont réussi parce que de 7 ans à 9 ans, il n'y a pas de bulletin chiffré. Il n'y a pas d'évaluation. On suit les apprentissages par la progression des apprentissages. On sait très bien où situer l'enfant. Et à partir de 9 ans à 13 ans,
il n'y a toujours pas de bulletin, mais on évalue l'enfant. On est capable de comprendre où sont ses besoins, où sont les enfants en difficulté. Ce n'est qu'à partir de 14 ans où c'est nécessaire d'avoir une cotère pour éventuellement vouloir aller dans un programme X, Y, Z à l'université. Et le miracle finlandais vient du fait que l'école n'est pas anxiogène, pas toxique. Résultat, c'est que si on a de la difficulté à remplir les bancs des universités pour avoir, parce que c'est un enjeu majeur, des enseignants, là-bas, on forme entre 500 et 600 futurs enseignants par année dans les universités finlandaises et on a entre 5 000 et 6 000 demandes par année. Et ce, malgré le fait qu'on exige une cote R équivalente en médecine. C'est la même chose. Donc, on accepte seulement 10 de ces élèves-là. Tu as été professeur à l'université. Tu l'as été à temps partiel, je pense, pendant 8-10 ans. Tu l'as été à temps plein pendant 2 ans. La qualité de la formation des maîtres, et donc la qualité des maîtres, est-ce que c'est pas aussi une condition essentielle au succès d'un système d'éducation que d'avoir des enseignants ultra qualifiés? C'est une des conditions clés. Ça, pour que permettre la réussite scolaire, il y a en premier lieu, il y a la formation, la qualité de la formation, il y a le climat de classe aussi, et évidemment, il y en a un autre facteur qui est majeur. Ce qui fait en sorte qu'en Finlande, on attire autant de personnes et sans doute de très grande qualité également, parce qu'on exige la même cotère qu'en médecine, c'est qu'ils ont voulu reproduire leur enfance et leur adolescence, parce que ça a été cool d'aller à l'école. C'était très cool. Tandis qu'ici, c'est le contraire. On a hâte d'en sortir. Même pour les élèves qui réussissent bien, c'est ennuyant à l'école. Ça, on ne connaît pas beaucoup de jeunes. Si on faisait un sondage, puis on sondait à quel point ils ont du plaisir à l'école, à quel point c'est des beaux milieux, à quel point ils arrivent le matin avec le sourire et la motivation débordante, je pense que ce serait une grande minorité qui donnerait des notes positives à l'école. Puis le principal responsable de ça, c'est le bulletin chiffré qui vient d'une fréquence régulière, trop rapprochée. Je pense que le principal facteur, principal coupable, c'est ces bulletins-là. C'est les bulletins. C'est ces bulletins-là qui étouffent le système. Alors moi, je pense qu'il y a lieu de regarder ça, si ce n'est que par une expérience pilote dans 5 ou 6 milieux différents, avec des volontaires qui voudraient s'éloigner du bulletin chiffré. Bien sûr que ces enseignants-là n'ont pas le choix, parce que c'est une obligation à chaque bulletin de rendre des comptes avec une note chiffrée et une moyenne de groupe, mais entre les bulletins, de ne pas avoir de notes, que des commentaires. La note est extrêmement difficile à comprendre, que ça pour l'élève ou le parent. C'est quoi la différence entre 73 et 79? La différence entre 73 et 84, le 11 points, il est perdu où? Qu'est-ce que mon enfant aurait pu faire de mieux? Qu'est-ce que l'enfant a bien compris, mal compris? Je veux dire, c'est d'un vide absolu, les notes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 3 garçons qui sont allés à l'école alternative au primaire, où il n'y a pas de notes, et énormément de commentaires. Et les commentaires, ça parle aux enfants. C'est vrai. Quand l'enseignant donne une rétroaction, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ça fait son chemin dans le cerveau de l'enfant. Une note, ça veut rien dire. En plus d'avoir le fait que la comparaison avec le reste du groupe, qui elle aussi veut rien dire. C'est pour ça que j'en fais mon cheval de bataille. J'avais une question préparée pour toi, Joël, pour conclure l'entrevue. Mais je pense que je connais la réponse. Alors, tu as une phrase pour y répondre quand même. On va voir si tu vas me surprendre ou pas. Joël, si tu avais une baguette magique puis tu fais changer une seule chose dans notre système d'éducation, que changerais-tu? Évidemment. C'est d'abolir le bulletin chiffré avec moyenne de groupe au primaire. Au primaire, puis commencer par le premier cycle. Puis de voir les résultats et les conséquences positives derrière cette mesure-là. Joël Boucher, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Le dénominateur commun pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est les adultes. On peut pas demander à des enfants de se réguler si les adultes sont pas capables de le faire. Puis on peut pas demander non plus à des profs de performer dans un système qui les épuise à coups de bulletins chiffrés puis d'élèves qui se font trop souvent évaluer. Puis prendre soin de l'école, ça commence par prendre soin de ceux qui y travaillent. Si l'épisode d'aujourd'hui résonne avec vous, envoyez-le à un adulte dans votre entourage qui travaille avec des enfants. C'est très apprécié. Merci à Caroline Coiré, merci à Joël Boucher pour ces belles conversations et prenez soin de vous. Sérieusement, c'est le thème de l'épisode, mais c'est pas juste une formule. Prenez soin de vous pour vrai. On se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.